cette table ronde sur le thème « Peut-on filtrer les fausses informations ?» Je vais commencer par présenter nos 4 intervenants qui ont le plaisir d'être avec nous ce matin, et puis je vais introduire un petit peu le thème et puis le format des échanges qui vont suivre. Alors tout d'abord Jeff Yates, ici juste à ma gauche, chroniqueur à Radio-Canada, spécialiste des fausses nouvelles et de la désinformation sur le web, et aussi auteur du blog Inspecteur Viral que plusieurs d'entre vous connaissent déjà. Jean-Hugues, moi, que vous connaissez déjà, qui est intervenu à l'école d'été. Monsieur Jean-Marc Fleury, professeur associé au département d'information et de communication à l'Université Laval. Il est également titulaire de la chaire de journalisme scientifique belge Globe Média. Et il est également conseiller principal à la Fédération mondiale des journalistes scientifiques. Et puis, Madame Gabrielle Brassard-Lecourt, cofondatrice du journal multiplateforme Ricochet, responsable de l'information pour l'édition francophone de Ricochet et par ailleurs journaliste indépendante. Alors merci à vous 4 d'avoir accepté l'invitation à venir parler de fausses informations, fausses nouvelles ce matin. L'objectif de la table ronde, c'est toujours d'avoir le point de vue de professionnels de l'information sur cette thématique importante, sur le phénomène des fausses informations. Donc le point de vue de professionnels de l'information, de producteurs d'information, et aussi leur façon d'y faire face au quotidien dans leur pratique ou bien ce qu'ils enseignent, les professeurs, sur les stratégies à mettre en œuvre, les outils à utiliser, comment on peut faire face à ce phénomène-là et comment est-ce qu'on peut filtrer les fausses nouvelles et comment on peut s'y prendre. En gros, c'est ça l'objectif de la table ronde. Alors, ça va prendre au niveau du format la forme d'un échange plutôt. On va avoir donc 2 grands thèmes. Chacun va s'exprimer par rapport à ce thème-là, puis on aura une période d'échange de 15 minutes à la fin de chacun des 2 thèmes. Alors, le premier thème, ça va être donc, le point de vue de chacun en tant que professionnel de l'information ou producteur d'information sur ce phénomène-là. Les fausses nouvelles, les différentes raisons qui expliquent de leur point de vue ce phénomène, les caractéristiques des fausses informations, etc. Et puis le deuxième thème, donc, comme je disais, comment on y fait face, quelles sont les stratégies. Alors, tout de suite, premier thème, est-ce que vous pouvez nous parler du phénomène des fausses nouvelles de votre point de vue de professionnels, de journalistes scientifiques. Alors, je vais passer la parole à Jeff pour commencer. Oui, merci. Je me fais souvent poser la question à savoir quel effet négatif les fausses nouvelles pourraient avoir sur la société, sur la politique en général. Puis, je pense qu'il faut peut-être se poser la question à l'envers, à savoir qu'est-ce que les fausses nouvelles peuvent nous dire sur notre société. Et quelque chose que je remarque, c'est qu'il y a, en tout cas, en observant le web, ce que je peux voir, c'est qu'il y a une crise de conscience une crise de confiance, envers les institutions en général, et qu'on essaie de contourner les institutions avec des plateformes sur le web. Donc, par exemple, on n'aime pas trop le système bancaire, ben on crée des crypto-monnaies comme Bitcoin ou Ethereum. On se méfie des scientifiques, donc on va créer des blogs scientifiques qui remettent en question les consensus scientifiques. Donc, il y a plein d'exemples comme ça. Et donc, c'est pas surprenant de voir que il y a aussi une crise de confiance envers les médias qui sont une institution. Et donc, on crée des médias. Ça va des médias alternatifs à des médias complètement faux sur le web. Des gens qui s'improvisent producteurs d'informations sur le web. Donc, c'est pas en soi mauvais. Il y a des bonnes choses, des bonnes nouvelles ressources alternatives sur le web. Par contre, il y a des gens qui exploitent cette méfiance-là envers les médias pour plusieurs objectifs. Donc, ça va de s'enrichir avec des clics, on en voit, on a vu beaucoup pendant l'élection de 2016 aux États-Unis, jusqu'à créer des histoires de toutes pièces pour des objectifs politiques quelconques, sauf si on l'a vu dans l'élection de 2016 aux États-Unis. En ce qui a trait au Québec, on ne voit pas ce qu'on a vu aux États-Unis, donc l'industrie des fausses nouvelles. Donc, juste pour résumer rapidement, aux États-Unis pendant l'élection 2016 et encore aujourd'hui, il y a des gens d'un peu partout dans le monde qui ont flairé la bonne affaire, qui ont créé
des fausses histoires, des faux médias, des pages Facebook de faux médias pour s'enrichir, donc pour fâcher soit les supporters de Trump, soit les supporters de Hillary Clinton et les encourager à partager des trucs sur le web en créant des émotions, donc en leur faisant peur, en faisant du sensationnalisme, en les fâchant, et faisaient de l'argent avec les publicités. Donc ça, on ne voit pas vraiment ça au Québec. Il y a eu quelques tentatives il y a quelques années. Il y a des blogueurs québécois qui ont tenté de créer des sites comme ça. D'ailleurs, si vous avez déjà entendu l'histoire comme quoi le Québec donne des permis de conduire gratuits aux immigrants. Ça, c'était un blogueur québécois de la Rive-Sud de Montréal, en fait, qui avait créé ça. Un succès monstre, je la vois d'ailleurs encore circuler aujourd'hui. Ça fait doit faire 2 ou 3 ans. Ça circule encore, mais... Comment il s'appelait? C'était Kevin Roy, son nom. Il a fermé sa page Facebook, d'ailleurs, il y a quelques années. Mais bref... Personnellement, je pense qu'il n'y a pas une assez grande population au Québec pour soutenir une industrie des fausses nouvelles. De toute façon, on parle français, donc c'est un coin restreint du web. Tandis qu'aux États-Unis, bon, premièrement, c'est en anglais qui est la langue commune du web, donc n'importe qui peut consommer ça. Deuxièmement, c'était une élection qui intéressait la planète entière. Donc, il y avait vraiment une masse critique de lecteurs là, pour soutenir une industrie des fausses nouvelles. C'est pas le cas au Québec. Je pense pas qu'il y a vraiment beaucoup de gens partout dans le monde qui s'intéressent à la politique québécoise et qui vont s'intéresser à l'élection de cette année. Donc, de ce côté-là, je pense qu'on est quand même à l'abri d'une industrie, là, vraiment des gens qui ont aucun intérêt dans la politique locale, qui veulent juste créer des histoires pour faire de l'argent. Je pense qu'on est un peu à l'abri de ça. Par contre, ce qu'on voit beaucoup au Québec, c'est justement des gens, pour des raisons idéologiques, qui vont créer des histoires. Et ça pose certains problèmes pour des gens comme moi, mais aussi des journalistes qui font du fact-checking, mais aussi pour les chercheurs, parce que ces choses-là sont très difficiles à traquer. Donc, au Québec, il y a peu ou pas de sites web de fausses nouvelles. C'est plus des choses qui circulent, j'aime pas l'expression, mais... tout nu dans les réseaux sociaux. Donc, des images, des memes, des publications Facebook. Donc, les gens, par exemple, vont voir une publication, la copier-coller, la repartager. Et ça, c'est très difficile à traquer. Donc, c'est difficile de voir combien de fois ça a été partagé, combien de gens l'ont vu. Si c'est un site web, par exemple, un article, un lien vers un article, c'est très facile avec des outils de savoir, bon, 50 000 personnes ont partagé ça. C'est facile pour Google de démonétiser leur site, par exemple, de réduire leur portée sur les réseaux sociaux. C'est quand même assez facile, mais une image que les gens téléchargent eux-mêmes puis repartagent sur leur page Facebook en ne partageant pas la publication originale, on ne sait pas combien de fois. Donc, il y a des publications que je vois qui ont été partagées 5 fois, mais je la vois 5-6 fois de personnes différentes. Et ça devient vraiment, vraiment difficile à mesurer. Donc, je pense qu'on a peut-être un peu de misère au Québec à se faire un portrait global de la situation. Donc, on a peut-être un peu tendance à dire que le problème n'est pas si grave que ça, parce que justement, ce sont des gens qui partagent des choses. Il n'y a pas de... Par exemple, le plus gros site de fausses nouvelles au monde, World News Daily Report, qui est d'ailleurs créé par 2 Québécois. C'est facile à traquer leurs articles. Je peux aller voir leurs statistiques. Je sais d'ailleurs, je regardais hier, que leur article qui a le plus fonctionné dans la dernière année a été partagé 2,2 millions de fois sur Facebook. Donc, il n'y a pas de ça au Québec. Donc, c'est assez difficile à traquer, assez difficile à combattre. On parlera des solutions tantôt, mais c'est vraiment sur le terrain, en parlant aux gens, je crois qu'on va pouvoir déployer ça, parce qu'il n'y a pas de site à démonétiser. Il y a des pages Facebook qu'on peut avoir sous surveillance, mais c'est très, très difficile à combattre avec les manières traditionnelles de combattre les fausses nouvelles qui ont été déployées pendant les élections de 2016 aux États-Unis. Merci. Est-ce que Gabriel OK. Bon, pour nous, les journalistes scientifiques, on est aux prises avec des fausses informations depuis toujours, parce que les experts ne sont pas tous d'accord. Donc, le fact-checking, c'est notre métier. Il y en a qui résument le journalisme scientifique à du fact-checking. Il faut absolument vérifier. On est la personne plate dans la salle de rédaction qui va dire « désolé, moi, je n'irai pas couvrir la conférence de presse de Raël parce que c'est impossible, ils n'ont pas créé un clone humain, j'y crois pas. » Puis le rédacteur en chef va donner
l'assignation à un autre journaliste qui va aller le couvrir, ça devient une nouvelle, puis après, bon, on est obligé d'en parler, puis d'expliquer pourquoi on n'y croyait pas. Donc, les fausses informations dont on s'occupe sont celles qui sont décrites dans l'article de M. Quéré, qui est dans la documentation, à la page 31, dans ce qu'il appelle la production culturelle de l'ignorance, c'est-à-dire la simili-science ou pseudo-science créée spécifiquement pour désinformer l'opinion publique. Il y a des scientifiques qui se prêtent à ce jeu-là, et les premiers à les utiliser, ça a été les gens de l'industrie du tabac, et ensuite, ça a été les industries des énergies fossiles. Tout ça, ça a été bien documenté et c'est résumé dans un livre qui s'appelle Les marchands de doute, là, avec Naomi Oreskes. Donc, c'est quelque chose qui se fait, c'est quelque chose avec lequel on est aux prises systématiquement. Il se crée de la fausse science, comme il se crée des fausses informations en économie, en politique, en histoire. Et ce qui est nouveau maintenant, c'est que les militants, les acteurs de la société civile utilisent les mêmes stratégies que l'industrie a inventées à l'époque où on débattait si le tabac causait le cancer ou non. Donc, il y a des groupes militants aujourd'hui contre la vaccination, contre les OGM, qui croient que les ondes électromagnétiques causent le cancer, différents groupes qui produisent de la simili-science, et il y a des universitaires qui sont professeurs, qui peuvent publier leurs articles. Il y a quand même une certaine quantité de mauvais articles scientifiques. Si vous allez sur la base de données du site Retraction Watch, créé par Evan Orensky, il a 17 000 articles répertoriés pour le moment. Donc, il y a une collecte maintenant qui se fait de la mauvaise science. Et le phénomène est de prendre l'ampleur parce qu'aujourd'hui, avec la possibilité de créer des revues en accès libre grâce à l'Internet, il existe 8500 revues scientifiques dites prédatrices, c'est-à-dire des revues qui sont créées pour publier n'importe quoi. On paie $50, des tarifs minimes, et comme pour un universitaire, c'est très important de publier. Ce qui arrive, c'est que les bons universitaires publient aussi dans les revues prédatrices. Donc, nous, journalistes scientifiques, même si la revue est identifiée comme une revue prédatrice, il peut y avoir des bons articles. Ces gens-là organisent aussi des fausses conférences scientifiques. Il y a, je ne me souviens plus de son nom, une journaliste de la Presse Plus qui est allée en couvrir une. Si vous allez sur le site OMICS, O-M-I-C-S, c'est un des plus gros éditeurs de revues prédatrices. Il en organise au Holiday Inn Express près de l'aéroport ici, et c'est là qu'elle est allée. Et j'ai un collègue de l'Université Laval dont la sœur, qui est professeure à l'université, a payé $900 pour s'inscrire à une conférence. Et quand elle est retournée voir, parce qu'elle trouvait que le programme était un peu mince, pour aller voir si ça s'était développé, le site avait disparu. Et elle avait déjà acheté son billet d'avion. Donc, c'est quelque chose qui fait partie de notre vie, de notre métier. Trouver qui dit vrai, ça a toujours fait partie de notre métier, mais maintenant, c'est qu'il y a une préoccupation encore plus importante. Et tout à l'heure, on va vous présenter peut-être des façons qu'on utilise pour s'en tirer ou s'en sortir. Nous, comme vous savez, je suis cofondatrice d'un média web. Ça fait bientôt 4 ans qu'on existe. Là, je pense qu'on a fait on est assez crédible là, du point de vue journalistique. Mais quand on a démarré le projet, puis je me rappelle au lancement, on avait fait un lancement au Lion d'Or à Montréal, on était vraiment une manne un peu à fausses nouvelles, particulièrement pour... au Québec, on est fort sur les conspirations, sur les théories du complot, tout ça.
Et il y avait un homme d'un certain âge qui était venu me voir pour me dire « J'espère que vous allez faire une enquête sur le 11 septembre. » J'ai dit « OK. » Il dit « Moi, j'ai des boîtes et des boîtes de preuves chez moi, comme quoi c'est un complot. » S'il m'avait dit « Je pense que les États-Unis peuvent être impliqués dans le 11 septembre. » J'aurais dit « OK, ça se peut. » Là, il m'a dit que les tours étaient des hologrammes. Puis là, je lui ai dit... J'ai dit, je ne sais pas si vous êtes allé à New York récemment, parce qu'il y a quand même des preuves physiques, là, comme quoi il y avait des tours, puis là, ben, il n'y en a plus, tu sais. Puis il y a quand même des gens qui sont morts aussi, tu sais. Il dit, oui, mais ça, c'est des clones. Moi, je suis un ingénieur civil, j'ai étudié l'impact de l'avion, le matériel de l'avion avec le matériel de l'immeuble. Ça se peut pas qu'il y ait un avion qui ait foncé là-dedans, tout ça. Donc, on a eu beaucoup de courriels comme ça au début. Auxquels on n'a pas répondu. Finalement, les gens se sont fâchés et ont arrêté de nous écrire pour notre plus grand bénéfice. Mais tout ça pour dire que c'est sûr que aussi en étant un média web, on attirait ça au début. Finalement, on travaille avec des journalistes professionnels, donc on a fait notre marque puis notre crédibilité journalistique. Ce qui est difficile aussi, c'est de se démarquer dans le web, justement, face aux fausses nouvelles. Et aussi juste aux contenus viraux qui sont souvent des fausses nouvelles ou des vidéos de chats ou des top 10 de n'importe quoi. Et le web, c'est infini. Donc, faire notre marque là-dedans, c'est très difficile. Notamment parce que ce sont ces contenus viraux-là de fausses nouvelles qui font de l'argent. Et en ce moment, il n'y a aucun média, peu importe sa taille, son ampleur, qui a trouvé le modèle économique numérique viable à long terme. Il y a des initiatives, surtout en Europe, qui fonctionnent un peu, qui passent beaucoup par le financement directement du public. Moi, je pense que c'est une avenue intéressante, mais pour rentabiliser le web avec la pub, le clic, tout ça, c'est sûr que ça influence le contenu. Parce que ce sont les fausses nouvelles, comme on va peut-être en parler plus tard, ça joue beaucoup sur nos émotions. Hein, et c'est ça qui fait que ça fonctionne. Premièrement, la fausse nouvelle a l'air d'être une vraie nouvelle. Et les informaticiens qui sont derrière sont de plus en plus habiles à un peu faire des fausses nouvelles qui ressemblent à des vraies, qui émettent même la police de certains médias qui existent, donc qui se confondent vraiment avec du contenu, du vrai contenu. Et ce sont des contenus qui génèrent beaucoup de clics et donc de l'argent. Et donc, nous, comme médias numériques, on se dit, ben là, il faut qu'on fasse du contenu à clic. Mais si on veut faire du contenu un petit peu plus profond, un petit peu plus rigoureux, qui prend un peu plus de recul, puis un peu plus de temps suite à un événement, ben c'est sûr que ça va prendre, comme on va paraître un peu plus tard, ben ça ne sera pas nécessairement viral. Mais est-ce qu'on fait de l'information pour attirer des clics, puis pour être viral? C'est la question qu'on peut se poser. Donc, à mon avis, il faut revoir un peu le système économique des médias et l'ère numérique aussi. Il faut aussi trouver des façons, je pense, de contrer un peu les réseaux sociaux parce que les fausses nouvelles circulent beaucoup par les réseaux sociaux. Nous, comme petits médias, c'est sûr qu'on utilise les réseaux sociaux pour diffuser notre contenu. Mais là, surtout avec les nouveaux algorithmes de Facebook qui réduisent les médias pas mal à la pub, là, puis qui nous disent de plus en plus de payer pour que notre contenu apparaisse sur les fils. Puis on le voit, c'est drastique dans les derniers mois. Là, puis je pense que tous les médias, là, peu importe leur grosseur, peuvent en témoigner. Là. Il faut vraiment trouver d'autres façons de faire. Et donc, peut-être qu'en rencontrant les réseaux sociaux pour revenir, par exemple, à un trafic sur nos sites web directs, ou par la bonne vieille infolette, on peut ramener des gens. Ceci dit, il y a aussi des sites web de fausses nouvelles, donc la difficulté, c'est comment se démarquer dans l'infini du web. Donc nous, on essaye, là, puis je pense qu'on y arrive, mais on est dans un très petit marché, comme Jeff le disait, donc c'est peut-être plus facile. Mais si on veut étendre notre lectorat, si on veut étendre notre système économique pour être viable puis faire de l'argent, c'est des questions qu'on se pose. Mais je pense que ça passe, on parlera des solutions plus tard, là, mais je pense que l'éducation aux médias peut être une solution à ça pour
Jeff et moi, on donne des formations dans les écoles secondaires, au deuxième cycle du secondaire, puis c'est incroyable comment les jeunes réagissent aux fausses nouvelles. Puis on leur explique les raisons pour lesquelles les gens en font. C'est vraiment intéressant, donc je pense que ça peut commencer par là. Oui. Merci. Oui, moi, j'ai été journaliste. Non, je suis encore. Je me considère encore journaliste pendant plus de 20 ans, mais j'enseigne ici donc à l'UQAM depuis 7 ans comme prof. Et Jeff en a parlé. Il y a une crise de confiance envers le journalisme en général. Ça n'empêche pas à chaque année que des jeunes avec des étoiles dans les yeux viennent s'inscrire chez nous à notre programme puis à tous les autres programmes de journalisme qui existent au Québec. Puis on en a parlé aussi de cette crise de confiance-là tout au long des 3 journées de l'école d'été. On est passé d'un monde... on est passé de Chomsky à Trump. Dans le fond, Chomsky, qui avait une critique légitime des médias, on est passé de ça à une méfiance automatique envers les médias, développée par Trump. Alors, comment en sortir de ça? J'ai pas de solution magique, mais parmi les choses que je dis aux étudiants que j'ai devant moi tous les jours, on a un cours, par exemple, en première année de méthodologie, de méthode de recherche en journalisme. Puis bon, on leur donne tous les trucs du métier, mais aussi je leur dis, retournez toujours à la source d'une information, remontez le courant, comme des saumons, là, pour revoir d'où vient. On vous donne une information, on vous dit que les tours du World Trade Center étaient des hologrammes. Bon, bien, remontez à la source, trouvez des documents. Bon, en tout cas, en général, c'est des informations plus crédibles que ça, mais vérifiez. Essayez toujours de vérifier ce qu'on vous amène. Qui que ce soit qui vous parle, essayez de remonter le courant au maximum. Moi, je leur dis aussi qu'un journaliste, c'est un morphe entre Marie Curie et Fred Pellerin. Donc, il faut autant les qualités de l'une que de l'autre. Donc, il faut autant les qualités, la rigueur scientifique, mais aussi toute la transparence de la démarche scientifique dans le journalisme et aussi les qualités de raconteur. Oui, comme je le disais avant-hier, il faut quand même qu'on parle à un public, donc il faut faire en sorte que l'information qu'on leur livre soit intéressante. Alors, je reviens donc sur cette notion-là de transparence. Pour moi, ça c'est une des clés. C'est peut-être pas la seule, mais à mon avis, c'est une des clés pour résoudre la crise de confiance envers les journalistes. Et une des expériences les plus intéressantes, je pense, qui a émergé ces derniers temps pour essayer donc de résoudre cette crise de confiance-là, c'est un projet qui s'appelle Civil, basé à New York. Alors, je vais vous montrer juste leur page web ici. Alors, Civil, c'est un projet de journalisme qui veut faire du journalisme en se basant sur la blockchain. Alors, qu'est-ce que c'est que la blockchain? Donc, je vais juste vous montrer la page de Civil. Le site web, c'est joincivil.com. Voilà. Ils disent que c'est un marketplace décentralisé pour faire du journalisme durable. Alors, la blockchain, moi-même, j'ai un peu discuté à comprendre ce que c'est, comment ça fonctionne, mais c'est basé sur c'est inspiré d'un système qui est très utilisé dans le monde de l'informatique, et de l'informatique libre, qu'on appelle Git. J'en ai prêté, la présentation que j'ai faite avant-hier, je vous ai dit que j'ai rendu tout disponible, les données, le code et ainsi de suite, sur GitHub. C'est un des sites qui permet d'utiliser le système Git. Alors, le système Git, c'est ce qui permet à des informaticiens de travailler ensemble sur des projets, de collaborer ensemble sur des projets, et tout se fait de façon transparente. Toutes les modifications qu'on fait sur un code de données, bien, on peut les voir, on peut remonter le courant, on peut revenir en arrière et voir qui a modifié quoi et quand. Je vous donne un exemple rapide. Par exemple, ici, voilà, ici dans ce code-là, j'ai fait une modification un peu plus tôt ce matin. Et vous voyez, chaque modification a comme un mot, un code d'identification ici, qui est un espèce de hash ici. Donc, chaque modification est ce qu'on appelle un commit. Et donc, la modification, vous pouvez la voir ici. Voyez-vous, j'avais un mot de passe ultra robuste ici. Et je l'ai enlevé, parce qu'on ne veut pas me rendre public mon mot de passe ultra secret.
Alors, et voyez-vous, le commit, on voit qui l'a fait, qui a fait ce changement-là, quand, et on peut même ajouter une petite couche de vérification avec des clés de cryptographie. Donc, vous pouvez voir que cette modification-là a été effectuée par moi et elle a même été signée, cette modification-là, avec ma clé de cryptographie GPT. Bon. Alors, un commit, un changement dans l'univers de la blockchain, c'est un bloc. Okay? Donc, tous les changements sont faits. Et donc, toutes les ça peut être des transactions, toute transaction en argent, mais aussi tout article, toute modification dans un article, tout élément d'information qu'on peut amener dans un article aussi ça, est transparent. Donc, c'est en termes très généraux, c'est le principe que veut mettre sur pied Civil. C'est pas encore tout à fait lancé, ça va être lancé, on nous disait fin juin, alors je ne sais pas si c'est quand est-ce qu'ils vont le faire, mais ils ont obtenu du financement, 5 millions de dollars. Donc, moi-même, je ne comprends pas entièrement comment ça va fonctionner. On va voir à l'usage si ça fonctionne pour vrai, mais donc, eux, avec ce projet-là, et en utilisant la blockchain, ils veulent résoudre, la crise de confiance dans le journalisme, mais aussi la crise du financement. Avec leur système dans la blockchain, ils vont avoir un token, donc la communauté dans laquelle les différents médias seront lancés avec cette plateforme Civil, ils vont contribuer à la production d'informations à travers ce token qui est une espèce de crypto-monnaie. Est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'on peut avoir des doutes? Oui, bref. Encore une fois, je ne sais pas de vous vendre ce projet-là, comme je ne comprends pas tous les tenants et aboutissants, mais je vous dis juste que c'est dans le paysage et que c'est à suivre, certainement. D'ailleurs, un exemple de média qui... le Denver Post, goodbye, le New York Times avait un article récemment sur... à Denver, il y a un quotidien, le Denver Post, qui a été racheté par un hedge fund récemment. Donc, ils sont en train de tout vampiriser, de tout tirer tout l'argent qu'il y a à faire avec ça. Donc, il y a des membres de la rédaction du Denver Post qui vont lancer un autre média qui s'appelle le Denver Sun en se basant sur la plateforme Civil. Donc, est-ce que ça va fonctionner? Donc, ça reste à suivre. Pour ce qui est du programme que Gabriel a évoqué, c'est le programme 30 secondes avant d'y croire que j'ai eu l'honneur de participer à mettre sur pied, d'ailleurs avec l'agence Science Presse, la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. Et comment ça fonctionne, c'est une présentation d'1 heure dans les secondaires 3 à 5. Donc, on fait un jumelage entre les écoles qui veulent recevoir un ou une journaliste et des journalistes. Et donc, c'est aux journalistes de prévoir une rencontre avec la classe au secondaire. Donc, c'était la première année, ça a été lancé en février. On a eu, comme Gabriel l'a dit, des super bons échos. Je pense que la vaste majorité des journalistes qui ont donné des présentations ont vraiment eu du fun avec les jeunes. Les jeunes répondent bien, posent des questions super intéressantes. Pour vrai, sont très allumés, parce que les jeunes comprennent vraiment les clics, puis les partages, puis tout ça, là, c'est intuitif pour eux, donc ils savent, ils comprennent comment ça fonctionne, ce système-là. Donc, c'était la première année. On essaie de voir qu'est-ce qu'on va faire avec la deuxième année. On cherche encore du financement auprès du ministère de l'Éducation. Je sais qu'il y a eu des gens qui sont sortis un peu des balises secondaires 3 à 5. Donc, je pense qu'il y a quelqu'un qui a présenté dans une classe de 6e année du primaire, a adapté un peu son contenu, puis ça s'est bien passé, je pense. Puis il y a aussi quelqu'un qui était dans une maison pour personnes âgées aussi. Et on se le fait souvent poser la question, OK, c'est cool que vous parlez aux jeunes, mais vous devriez peut-être parler à leurs parents ou à leurs grands-parents. Donc, oui, plus d'éducation aux médias, c'est bon pour tout le monde. Nous, on avait un mandat assez restreint pour les jeunes secondaires. Notre présentation est vraiment pensée en fonction des jeunes de cet âge-là. Mais est-ce qu'il pourrait y avoir des nouvelles versions, soit pour le primaire, soit pour les adultes? Écoute, les possibilités sont là. Ça reste juste à le faire de la bonne manière, puis je pense que ça serait une possibilité. Moi, si je peux ajouter, moi, ça fait longtemps que je trouve que ça manque beaucoup au Québec, l'éducation aux médias.
Moi, j'ai été invitée 2 ans de suite à être panéliste aux Assises internationales du journalisme à Tours. En France, l'éducation aux médias, c'est vraiment quelque chose qui est très intégré dans les programmes. Ils dégagent des journalistes de grandes rédactions pour passer 1 mois, 2 mois avec les jeunes, là, à faire des ateliers où ils apprennent aux jeunes à créer des nouvelles, tout ça. Puis à travers ce processus-là, bien évidemment, il y a une éducation critique face aux médias. Et je suis revenue de France en disant que je voulais faire ça au Québec. Bon, évidemment, je ne peux pas le faire seule, mais 30 secondes avant-corps est un très bon début. On est en train de justement développer avec l'agence Science Presse. On a approché certaines écoles pour savoir s'ils seraient intéressés à faire ça sur le plus long terme, donc 8 ou 9 séances d'1 heure avec les jeunes pour justement qu'ils déboulonnent eux-mêmes une fausse nouvelle et qu'ils fassent un projet qui expliquerait leur démarche en fait, de comment ils déboulonneraient la fausse nouvelle sous forme d'un texte. Donc ça pourrait s'inscrire dans un cours de français ou un mini-documentaire, un podcast. Les possibilités sont là, puis on sort de l'ouverture là, des quelques écoles qu'on a approchées. Mais moi, je pense que ça devrait commencer le plus jeune possible. Puis je pense que c'est très possible d'adapter cette formation-là au primaire. Parce que je pense que plus les jeunes sont éduqués aux médias, plus ça fait des citoyens critiques, éduqués face aux médias. Ils peuvent faire des choix différents, surtout que les générations plus jeunes que nous viennent au monde avec le numérique, avec le web, tout ça. Donc, plus rapidement, on peut les éduquer face à ça, le mieux c'est, à mon avis. Merci, je pense que ça fait une bonne transition vers le deuxième thème qu'on va aborder tout de suite, à savoir les stratégies, les bonnes pratiques, concrètement les outils que vous préconisez ou que vous mettez vous-même en place pour filtrer les bonnes nouvelles ou pour y faire face dans votre quotidien. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Un journaliste scientifique, quand il doit couvrir un sujet controversé où les experts ne sont pas d'accord, la méthode classique, et je pense qu'elle va demeurer pour longtemps, c'est de prendre le téléphone puis de téléphoner à son réseau de chercheurs qu'on connaît et dans lesquels on a confiance. Et ça reste la meilleure façon, parler à des spécialistes, à d'autres chercheurs. Bon, maintenant, là, il y a une masse d'articles, je pense que c'est près de 2 millions d'articles scientifiques produits par année, je ne me souviens plus exactement combien. C'est des milliers. Donc, on a eu une idée de créer un algorithme qui nous permettrait peut-être de voir si un article présente des conclusions qui sont, disons, si vous voulez, situées à la marge d'un domaine où il y aurait déjà un consensus scientifique. Donc, ça prend un domaine où il y a un consensus et l'algorithme examinerait les citations de l'article. Est-ce que le groupe de citations citées fait partie d'un groupe qui est situé en dehors du consensus et à quelle distance relative du consensus? Bon, les spécialistes d'analyse des réseaux peuvent évaluer à peu près ces choses-là. Donc, ce ne sera pas quelque chose de très précis. Il n'y aura pas un chiffre là, qui va... Et ce qui est intéressant, l'autre critère qu'on veut examiner, c'est pour lequel on va avoir besoin des techniques de l'intelligence artificielle. Il y a des chercheurs qui ont examiné les articles qui sont écrits par des scientifiques qui contestent le consensus scientifique. Et semble-t-il, ils utiliseraient un vocabulaire, des expressions peut-être différentes. Donc, on a demandé à Evan Orensky de Retraction Watch d'avoir sa base de données, d'avoir accès à sa base de données. Sur les 17 000 articles, on va en prendre 6 000 pour lesquels on a des références et on va comparer les 6 000 articles de la base de données de Evan, qui sont des mauvais articles scientifiques, et on va les comparer à 6 000 articles qui n'ont pas été retirés, disons, qui n'ont pas été dénoncés, qui seraient peut-être plus sérieux, en tout cas, représenteraient le consensus scientifique pour voir si on trouve
des indices, parce que, bon, un journaliste comme Carl Zimmer, un journaliste scientifique du New York Times, lui, il dit qu'il sent un mauvais article scientifique. C'est un journaliste qui publie aussi des manuels d'enseignement de la biologie qui sont utilisés dans le département de biologie de mon université, Carl Zimmer. Là. Lui, en biologie, donc, une autre chose qu'on voudrait faire, c'est interviewer ces gens-là qui ont beaucoup d'expérience et leur demander qu'est-ce que vous sentez, d'identifier ces critères-là. Parce que, bon, il doit en avoir. Le troisième critère que l'algorithme va essayer d'examiner, c'est le réseau de collaborateurs du chercheur. Est-ce qu'il collabore surtout avec des gens qui se retrouvent sur le site de Ivan Oransky assez souvent? Donc, bon, en tout cas, dans le domaine des vaccins, il y a quand même un impact réel des fausses nouvelles scientifiques sur les vaccins, ici même au Québec. Je pense partout dans le monde. Moi, j'ai vécu 5 ans en Afrique. En Afrique, les gens souffrent encore des maladies. Les vaccins, automatiquement, les mamans veulent que leur enfant soit vacciné. Ils sont prêts à parcourir des kilomètres. Les gens veulent la vaccination et c'est important pour eux. Alors que dans nos sociétés avancées, ou supposément avancées, industrialisées, les vaccins, c'est d'abord associé à des choses mauvaises. Donc, l'environnement scientifique de la vaccination est devenu complètement tordu, si vous voulez, pollué. Il y a un chercheur américain, Dan Cahan, qui a travaillé beaucoup dans ce domaine-là. Donc, lui, il appelle ça la pollution de la communication scientifique. Donc, on peut identifier un peu l'origine de ce changement-là. Les vaccins ont toujours été contestés. Dans l'encyclopédie de Diderot, il y a 12 articles où Diderot et ses collègues expliquent pourquoi la vaccination, c'est une bonne chose. Donc, mais bon, il y a eu Wakefield qui a publié un article qui disait que le vaccin ROR causait l'autisme. On sait qu'aujourd'hui, il travaillait avec des avocats, un bureau d'avocats qui représente des recours collectifs, il avait un échantillonnage très réduit, qu'il a faussé ses résultats. C'était un médecin, il a maintenant été expulsé de l'ordre médical en Angleterre. Et il habite maintenant à Austin, aux États-Unis, où il a des fidèles. C'est presque comme une religion. On croit en lui, on croit que c'est un martyr. Mais donc, aujourd'hui, il y a encore des gens comme, il y a un diplômé de McGill, M. Mawson, qui est au Jackson State University. Donc, il est professeur dans une université. Et lui, il publie des articles qui disent que les enfants vaccinés sont plus malades que les enfants qui ne sont pas vaccinés. Et ces articles-là, quand ça sort, c'est éventuellement retiré. Ça se retrouve sur le site d'Ivan. Mais maintenant, il y a des revues qui vont reprendre même les articles scientifiques qui ont été dénoncés et qui vont les republier sans aucune hésitation. Donc, les articles de M. Mawson qui sont faits d'une façon un peu cavalière. Donc, bon, pour aller brièvement, quand on est un chercheur, on utilise des caractéristiques intrinsèques de l'article. On étudie la méthodologie, on est capable de voir si les conclusions sont soutenues par la méthodologie, par les résultats. Nous, avec l'algorithme, ce qu'on va utiliser, c'est des caractères périphériques d'un article. C'est des choses qu'on associe à un article. En anglais, on appelle ça des proxies, ou c'est des hauts lieux de, si vous voulez. Donc, est-ce que le chercheur est bien classé? Est-ce que son institution est bien classée? Est-ce que la revue dans laquelle il publie, elle est bien classée? Donc, il y a des indices périphériques que des non-experts pourraient utiliser. Et notre rêve, c'est que l'algorithme soit mis à la disposition du public éventuellement. Parce qu'avec l'accès libre, le savoir, les publications scientifiques sont de plus en plus accessibles. La pression sur les scientifiques est de publier dans des revues à accès libre. Les grandes fondations, les gouvernements, maintenant, insistent de plus en plus. Donc, éventuellement, le rêve, c'est qu'on puisse poser une question directement à l'ensemble du corpus scientifique qui serait accessible. Les algorithmes iraient voir ce qui a été publié, trouveraient un consensus scientifique qui existerait peut-être sur la question et ils nous diraient
Écoutez, il n'y a pas de lien entre l'autisme et les vaccins. C'est bien documenté et ça ne donne rien de s'inquiéter. Donc, rendez-vous dans un an. Ça n'existe pas encore. Beaucoup de solutions en cours. On en a parlé un peu, l'éducation aux médias. Moi, je réitère que je trouve ça important. En ce moment, dans l'éducation aux médias, moi, l'urgence que je ressens auprès des jeunes, mais aussi auprès des adultes, c'est l'importance de distinguer les genres journalistiques. Surtout avec l'ère numérique et avec les réseaux sociaux, on est vraiment dans la surenchère de l'opinion, moi je trouve. Beaucoup de chroniqueurs, beaucoup de gens qui ont une opinion sur tout le temps, tous les événements, tout ça. Et nous-mêmes, on est aux prises avec ça parce que l'opinion, c'est toujours plus facile et plus rapide et moins cher à produire qu'un article journalistique. Vraiment, c'est surprenant à quel point les gens ne font pas la distinction entre un chroniqueur et un journaliste. Il faut toujours expliquer. Nous, on justifie beaucoup auprès de nos lecteurs en disant « ceci est une opinion et notre chroniqueur n'est pas un journaliste ». Donc, je trouve que c'est important de faire ça, notamment parce que nous, on a la chance à Ricochet de ne pas être un média qui est dans l'actualité très chaude, à la minute, tout ça, ce qui nous permet de prendre un pas de recul. Et ça, je pense que même quand on est dans un média qui fait de l'information en continu, c'est le b.a.-ba un peu du journaliste de prendre quelques minutes pour vérifier l'information. C'est sûr que Richard Martineau, lui, ne va pas faire ça. Quand il va avoir un attentat, il va écrire en lettres majuscules sur Facebook « Je vous l'avais dit, nous sommes envahis par les musulmans djihadistes. » Non. Nous, notre travail, ça va être d'attendre un peu, 2 minutes au moins, de voir ce qui s'est passé, d'aller à la source. Ça, c'est vraiment la déontologie du journalisme. Aller sur le terrain si on peut, appeler des experts, vérifier les sources et en avoir plusieurs. Hein. Nous, à l'école, on apprend qu'il faut toujours au moins 2, voire 3 sources pour confirmer une information. Donc oui, ça prend un petit peu plus de temps, mais ça fait aussi que l'information qui va en sortir va être un article basé sur des faits et non pas une opinion. Nous, notre job, c'est pas de dire notre avis, c'est de raconter l'histoire avec les gens qui y étaient, d'avoir plusieurs points de vue idéalement. Donc, c'est de prendre un peu de temps. Nous, quand on a fait quelques articles scientifiques, mais n'importe quel sujet, nous, on travaille essentiellement avec des pigistes. Et quand on a des sujets qu'on veut couvrir, ben j'essaie d'aller chercher un journaliste qui s'y connaît un peu. Nous, on nous demande d'être des généralistes, d'avoir une large culture générale, de tout connaître, d'être spécialiste de tout. C'est pas le cas, c'est pour ça qu'il y a des journalistes scientifiques. Il y a d'autres types de journalistes. Donc, c'est sûr que si on travaille avec un journaliste qui s'y connaît un peu, ben on a plus de chances de faire un article qui ne sera pas une fausse nouvelle parce qu'il y a une culture, il y a un historique, il connaît son sujet, il sait qui aller voir, des chercheurs, des experts fiables. Donc ça, c'est une des façons, je trouve, de faire de l'information rigoureuse et professionnelle. Puis après ça, je pense aussi que essayer de contrer les réseaux sociaux. Nous, en tout cas, on se pose beaucoup la question économiquement, mais aussi au niveau de la qualité de l'information. On aimerait mieux que les gens aillent directement sur notre site pour qu'ils voient l'info, plutôt que notre info se perde entre un vidéo de chat, un top 10 puis une fausse nouvelle. Donc, il faut un peu essayer de distinguer là-dedans. Donc, je pense que deux des bonnes solutions, c'est d'appliquer vraiment une déontologie journalistique, en faisant la base de notre métier, comme Jean-Yves disait, remonter à la source, vraiment faire du journalisme de terrain. Puis c'est ça, il faut aussi revoir, à mon avis, puis ça c'est beaucoup plus large, mais tout le système économique des médias. Nous, on est parti Ricochet est parti d'un socio-financement. On a ramassé 83 000 $ en un mois. Ça veut dire qu'il y avait un besoin, puis
honnêtement, ça a vraiment largement dépassé nos attentes, mais ça nous a mis aussi beaucoup de pression de faire de l'information de qualité, compte tenu qu'on avait un genre justement de lien de confiance avec les gens. Nous, notre site n'existait pas là, quand on a parti de notre sociofinancement. On a dit aux gens, voici ce qu'on aimerait faire, on aimerait revenir à la base, faire du journalisme de fond, tout ça. On avait publié quelques articles pour donner un aperçu aux gens de ce que ça aurait l'air si on avait l'argent pour bâtir notre plateforme. On voulait aussi que notre site web soit beau, épuré. On a beaucoup travaillé le design parce que, par exemple, Mediapart est un super média. Leur site web est vraiment horrible, là, on va se le dire. Mais eux, ils ne trouvent pas que c'est nécessaire d'en faire un nouveau parce que ça fonctionne. Tu sais, Mediapart, c'est un site web d'enquête française. Ils n'ont jamais connu de décroissance d'abonnements depuis leur naissance, il y a 8 ans. Mais nous, on trouvait quand même que le contenant était intéressant pour mettre en valeur le contenu. Donc, on a beaucoup travaillé le design et tout ça. C'est ça. Donc, nous, on sentait une certaine responsabilité de produire de l'information de qualité compte tenu que notre financement venait majoritairement des gens. Civil veut un peu faire ça aussi. Puis c'est sûr qu'il y a un certain... il faut qu'on redonne un peu au public, à notre lectorat, en étant à la hauteur de leurs attentes. Puis Ricochet n'a pas atteint encore ça, parce que justement, faute de financement et tout ça. Mais on essaie vraiment de rétablir le lien de confiance. On va à la rencontre de nos lecteurs beaucoup en personne, hors du web. Puis ça aussi, ça aide à rétablir un peu le lien de confiance. Puis après ça, on n'a pas les moyens ni le marché, tout ça qu'un autre média peut avoir. Mais tous les médias, depuis 1 an ou 2, là, on sent qu'ils essaient de rétablir un lien de confiance avec les citoyens en leur demandant ce qu'ils aimeraient que les citoyens couvrent. L'actualité avait fait, avait demandé au lectorat des sujets d'enquête, tout ça. Donc, ça aussi, c'est des façons un peu de rétablir le lien direct puis de faire de l'information intéressante, pertinente, qui touche les gens, puis surtout vraie. Moi, je voulais rebondir sur ce que Gabriel vient de dire, même si ce n'est pas une réponse à la question que Florence posait tantôt. Tu as évoqué les problèmes économiques des médias. Et à mon avis, la crise financière que vit le monde de l'information est un peu la source des fausses nouvelles. Pourquoi il y a des fausses nouvelles? Il y a des gens qui en font, ça carbure au clic. Les médias aussi sont obligés un peu, oui, ils sont un peu forcés d'épouser ces logiques-là, ces dynamiques-là, parce qu'ils sont encore, en grande majorité, dépendants de la publicité. Alors, je pense qu'il faudra une autre voie, une autre solution. Il faudra trouver des mécanismes pour faire en sorte que les médias d'information s'affranchissent de la publicité. Et pour moi, le modèle économique de l'avenir pour les médias, il est fait de c'est une équation qui est faite de plusieurs variables. La publicité va être encore là, quoique j'ose espérer que son importance diminue dans le temps. Mais une autre variable, ça va être le public lui-même. Bon, Gabriel a parlé de Mediapart. Mediapart est financé, à ma connaissance, exclusivement ou presque par ses abonnés, ses lecteurs. Le New York Times fait 3/4 de ses revenus, ce sont ses abonnés. Et on peut remercier même M. Trump pour ça, parce que ça a remonté dans les dernières années. Alors, le Devoir aussi compte beaucoup sur ses abonnés. Alors ça, il y a ça, c'est une autre variable. Une autre variable de l'équation, c'est que, et ça j'insiste beaucoup là-dessus, c'est que, tu sais, les journalistes, ils vont dire, bien les journalistes vont dire, on peut avoir l'impression qu'il n'y a plus d'argent à faire avec de l'information. Mais c'est faux. Il y a des entreprises qui font des fortunes grâce à l'information. Facebook, pour la nommer, son revenu d'affaires, c'est quoi? Son modèle d'affaires, c'est quoi? C'est des revenus publicitaires. Et qu'est-ce qui circule sur notre fil d'actualité? Bien, selon M. Zuckerberg, 4% de notre fil d'actualité Facebook est fait d'informations produites par des journalistes. Alors,
Au Canada seulement, en 2017, j'ai calculé que Facebook avait fait 100 millions de dollars l'année dernière, uniquement avec les contenus produits par des journalistes canadiens. Il faudrait que Facebook en retourne une partie aux producteurs de ces contenus-là. Et il faudrait, et là, c'est ça, pour que la variable, pour qu'il y ait de l'argent au bout du compte, il faudrait que nos élus au fédéral votent des lois pour faire en sorte que les géants du web, Facebook et les autres, s'ils font de l'argent avec l'information et avec la culture aussi, qu'on aille chercher l'argent où il se trouve et qu'on le redistribue. C'est le rôle des gouvernements, de redistribuer la richesse. Et une richesse, il y en a une. L'autre variable dans l'équation, c'est pourquoi on achète ces bidules-là? Pourquoi on s'abonne à Internet? C'est pour aller voir des vidéos de chatons qui déboulent les escaliers. Mais aussi, c'est pour s'informer, en partie. Alors, et le CRTC a proposé cette idée-là. Il faudra qu'il y ait une redevance qui soit prise encore une fois. C'est nos gouvernements qui ont cette responsabilité d'aller voter des lois pour aller chercher donc des redevances sur les fournisseurs d'accès Internet, sur les achats d'appareils, sur les achats d'appareils et les fournisseurs d'accès à Internet. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait plusieurs. Il ne faut pas qu'on dépende d'une seule variable. Il faut qu'il y en ait plusieurs. Il faut avoir un financement varié qui vient de plusieurs sources. Et comme ça, justement, ça aussi, je trouve intéressant, le modèle, l'expérience, en tout cas, l'idée que la presse veuille devenir un OSBL. Encore, ça aussi, on va voir si ça va fonctionner, mais si une partie du financement vient du public, c'est-à-dire si on compte sur la philanthropie, ah oui, ça c'est l'autre variable, la philanthropie, le modèle d'affaires de la presse compte beaucoup là-dessus. Ça peut être dangereux si on ne compte que sur la philanthropie. Mais si on a une équation faite de plusieurs variables où on ne dépend pas que d'une chose, comme maintenant, on ne dépend que de la publicité, ça produit il y a des effets pervers à ça. Alors, il faut multiplier, il faut diversifier les sources de financement des médias, à mon avis. Avant de retourner à la salle pour les questions, je donne la parole à Jeff. Oui, rapidement, je pense qu'on arrive à la fin du temps. Comme Gabriel, je crois beaucoup à l'éducation aux médias. C'est peut-être un investissement à long terme. Puis je pense qu'on commence à payer la dette sur le déficit d'éducation aux médias. Donc, ça va prendre du temps avant que, justement, que les jeunes qu'on visite au secondaire prennent leur place en tant que citoyens. Donc, c'est super bon, mais c'est un investissement à long terme. Je pense qu'en tant que journaliste, il faut peut-être qu'on développe des nouvelles stratégies pour communiquer. Une chose que je remarque avec les fausses informations, c'est que c'est souvent basé sur des craintes. Et les gens vont prendre des faits pour justifier leurs craintes, mais pour eux, la crainte est subjectivement vraie. Donc, justement, une maman qui refuse de vacciner ses enfants par crainte de lui faire mal, sa crainte est basée sur de la mauvaise information, mais sa crainte, elle est vraie pour elle. Et lui montrer de l'information, lui dire, regardez les 50 000 études, ça sert à rien. T'sais, si vous êtes dans l'océan, puis vous avez un requin devant vous, puis je vous dis, en passant, vous avez 40 000 fois plus de chances de mourir en tombant dans la douche, vous allez quand même avoir peur du requin. Donc, il faut peut-être trouver des façons de parler à cette crainte-là directement plutôt que d'empiler des faits. Donc, peut-être plus d'écoute, même si ce sont parfois des craintes avec lesquelles on n'est vraiment pas confortable. Il faut trouver une manière de parler parce que si tu dis à quelqu'un, regarde, si tu ne vaccines pas ton enfant, tu es une mauvaise mère, elle ne va pas t'écouter. Tu ne vas jamais réussir à rejoindre cette personne-là, même si objectivement tu as raison dans les faits. Si tu ne parles pas à cette crainte-là fondamentale, tu ne vas pas réussir à changer d'idée. Donc, il faut peut-être trouver des nouvelles manières, même pour des fact-checkers comme moi, peut-être trouver des nouvelles manières de parler aux gens et de pas de ne se sentent pas attaqués par la remise en place des faits. Donc, ça serait peut-être une avenue à explorer. J'ai vraiment pas toutes les réponses pour ça, mais c'est certainement dans mes réflexions personnelles, dans mon approche journalistique, surtout en tant que vérificateur des faits, dont je fais ça à la journée longue, là, essayer de remettre les faits sur la table, puis j'essaie de voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce qui est mal reçu, par exemple. Ça ne marchera pas toujours, il y a des gens qui vont camper sur leur position, c'est certain, mais il faut peut-être prendre en compte justement d'où proviennent ces craintes-là, puis comment les adresser. Voilà.
Ben moi, je veux juste rebondir sur les jeunes. Je suis d'accord avec vous, mais je pense que si on peut les éduquer avant le collégial, avant l'université, tant mieux. Tu sais, moi, je suis allée dans une école secondaire, puis vraiment, les Illuminati, là, tous les jeunes dans la classe, ils croyaient, là, dur comme fer, puis ils disaient, ben non, c'est pas une conspiration, nous, on pense que ça existe. Et là, tu sais, tant mieux si on déboulonne ça avant qu'ils arrivent au cégep, parce que ça va juste faire que les échanges vont être plus intéressants avec les profs, entre eux, tout ça. Mais moi aussi, j'ai bon espoir là, qu'ils sont capables de développer un esprit critique. Puis c'est toujours ça qu'on leur dit, d'ailleurs, c'est ça se peut que vous ayez déjà partagé des fausses nouvelles, que vous le fassiez encore, puis c'est pas parce que vous n'êtes pas intelligent, c'est pas parce que vous êtes pas capable de développer un esprit critique. Il y a plein de raisons qui font qu'on tombe dans le panneau, enfants, adultes, aînés, donc... Disons, en journalisme scientifique, c'est une des recommandations qu'on fait de vérifier si la revue savante a un comité de lecture. Par contre, ce qui se produit maintenant, c'est que et l'accès libre, c'est une bonne chose. Ça demeure une bonne chose. Il y a 8500 revues prédatrices en accès libre, mais il y a 11 000 quelque chose bonnes revues scientifiques. Donc, au moins, il y a encore un peu plus de bonnes revues scientifiques en accès libre que de mauvaises. Par contre, les revues prédatrices prétendent avoir des comités de lecture. Et ce qui arrive sur le comité de lecture, il y a un beau cas d'un article récemment qui est justement sur les vaccins, un chercheur universitaire. Et il siège, il préside le comité de lecture de la revue qui publie son article. Donc, on peut créer sa propre revue pratiquement maintenant pour publier ses articles. Donc, oui, l'accès libre, je pense que ça demeure quelque chose d'extraordinaire. Pour moi, c'est extrêmement prometteur. Mais en même temps, bon, si vous allez lire l'histoire de... Le plus gros éditeur, il y a 1000 éditeurs de revues prédatrices scientifiques. Le plus gros, c'est Omics, O-M-I-C-S. Bon, c'est un chercheur indien qui s'est fait refuser son article par une revue, par le comité de lecture d'une revue. Lui, il a dit, je vais créer ma revue. Aujourd'hui, il en a des centaines de revues dans tous les domaines. Il vient d'acheter 2 grands éditeurs de revues scientifiques canadiens. Il y a des sociétés savantes canadiennes, je ne me souviens plus des noms exacts, mais en médecine, disons, l'Association canadienne des chirurgiens dentaires. Tout à coup, ces sociétés savantes-là confiaient leur revue savante à une organisation. L'organisation a été rachetée par Omics. Et là, ils se retrouvent maintenant, leur revue appartient à un éditeur prédateur. Certaines ont retiré leur revue de ces groupes-là. Mais c'est que la frontière, maintenant, ça devient... Les gens disent, oui, il y a un comité de lecture, oui, on est une vraie revue, mais c'est pas vrai. Et comme il y a des bons chercheurs... Bon, notre projet s'appelle Pèse Savant. La directrice, c'est Colette Brun, qui est ici avec moi. Moi, je suis dans l'équipe et on a Vincent Larivière. Vincent Larivière, qui est le titulaire de la chaire Transformation de la communication savante à l'Université de Montréal. Il est dans le devoir aujourd'hui. Il prononçait une conférence à Québec récemment et il m'a dit qu'un étudiant est venu le voir à la fin de sa conférence et en discutant avec l'étudiant, je pense qu'il lui a demandé, dans ton milieu, tes professeurs, est-ce que tu connais des professeurs qui ont publié dans des revues prédatrices? Il dit oui. Il dit, en fait, pour nous, tout le monde dit qu'il n'y a pas de problème, mais il dit, peut-être même la moitié des chercheurs au département ont publié dans des revues prédatrices. Et il y a un chercheur canadien qui a fait une enquête. Le pays qui produit le plus d'articles, qui en publie le plus dans des revues prédatrices, c'est l'Inde. Mais après, c'est les États-Unis. Et le principal bailleur de fonds des études, c'était les NIH, les National Institutes of Health des États-Unis. Donc, c'était des bons chercheurs. Et ils ajoutent une publication de plus à leur liste parce que c'est facile. Et donc,
le monde scientifique et sa crédibilité, c'est quelque chose de très important. Il y a un grand souci présentement de perte. Bon, en fait, je pense qu'il y a une crise de confiance dans les institutions et dans le monde scientifique. Et là, le monde scientifique, si les scientifiques ne se disciplinent pas, s'ils ne refusent pas de publier dans les mauvaises revues, ils sont en train de créer un environnement absolument qui va nuire énormément à leur crédibilité éventuellement. Là. Juste rapidement, oui, peut-être que la controverse des vaccins, c'est pas proprement dit une fausse nouvelle. Par contre, les fausses nouvelles sont utilisées comme arme dans ce débat-là. J'en ai couvert plusieurs dans ma carrière. Puis justement, il y a 2 semaines, un article partagé, je pense, 80 000 fois qui disait que il y a un chercheur de l'ONU qui a affirmé que le vaccin ROR a été conçu pour donner le cancer aux gens. T'sais. Je veux dire, ça, c'est une fausse nouvelle, c'est inventé de toutes pièces, mais malheureusement, c'est utilisé comme pièce à conviction dans ces débats-là. Fondamentalement, que les chercheurs s'intéressent à si les vaccins causent des problèmes de santé, c'est tout à fait légitime. Il faut quand même qu'il y ait des recherches sur tous les aspects de santé des vaccins, mais le problème, c'est que c'est pas seulement un débat qui est basé sur des recherches scientifiques, il y a aussi énormément des fausses informations qui sont empiriquement fausses, là, inventées complètement, qui sont déployées sur les réseaux sociaux par des groupes d'intérêt ou par des gens pour tenter de convaincre la population que les vaccins sont dangereux. Donc, il y a cet aspect-là qui cadre tout à fait dans le débat sur les fausses nouvelles, à savoir que ça fait malheureusement partie de l'environnement d'information dans lequel ce débat-là a lieu, malheureusement. Puis, parfois, disons, quand on est journaliste, on veut publier la nouvelle qui dirait que, tel vaccin a causé... si c'est vrai, là, on veut la couvrir. Et ça arrive. L'an dernier, au Soudan, il y a eu une campagne de vaccination qui a été mal organisée. On a laissé des gens sans aucune formation vacciner. Il y a eu 60 morts. Donc, des fois, il y a des nouvelles où il y a eu un problème associé au vaccin. Donc, c'est les deux. Oui, il y a une controverse sur la vaccination, mais il y a des nouvelles où il faut qu'on voit si c'est valable ou faux. Donc, c'est les deux. Je pense que vous avez absolument raison, mais il y a quand même des fausses nouvelles sur les vaccins. Oui, puis des controverses, il y en a plein d'autres. Les changements climatiques en sont une autre. Mais à l'intérieur de chacune de ces controverses-là, il y a des éléments d'information qui sont parfois vrais, parfois faux. Qui sont un des acteurs. Oui, pour revenir au vaccin, il y a un chercheur à Québec, l'Institut national de santé publique, qui se prépare à publier un article sur le vaccin de la grippe. Bon, pour les spécialistes des vaccins, ils ont honte du vaccin de la grippe. C'est à peu près, quand ça va bien, 20 d'efficacité. Moi, je vais me faire injecter le vaccin de la grippe chaque année quand même. Donc, il va bientôt y avoir une controverse présentement sur le vaccin de la grippe. Monsieur Dessert, à Québec, qui est un bon chercheur, lui a trouvé, semble-t-il, que le vaccin de la grippe, année après année, en fait, l'efficacité diminuerait. Ce n'est pas encore confirmé par d'autres. Donc, lui, c'est un chercheur, c'est un scientifique, c'est quelqu'un qui veut communiquer ses résultats. Quand l'article va sortir, il y a déjà eu un article dans Québec Science qui faisait allusion à ses recherches. Donc, ça va avoir un impact. Avec les vaccins, ce qui arrive, c'est que chaque fois que les scientifiques sont honnêtes, c'est pas parfait, les vaccins. Il y a des effets secondaires. On baisse la confiance dans la vaccination parce qu'on ne voit plus les maladies. En tout cas, on ne les voyait plus, elles reviennent. Là, la rougeole revient. Moi, je pense que c'est... en journalisme scientifique, j'ai mes collègues qui prétendent contribuer à l'éducation du public. Mais je pense que c'est au niveau de l'enseignement, c'est au niveau des écoles, du primaire. Il faut à un moment donné qu'on apprenne à gérer les informations, faire la part des choses. C'est que dans la vie, il n'y a pas de solution parfaite. Il n'y a pas quelque chose qui fonctionne parfaitement sans aucun effet secondaire.
Et à un moment donné, il faut faire des choix. Donc, regarder si c'est quand même bénéfique, plus utile qu'inutile. Mais les vaccins sont particulièrement vulnérables à tous leurs défauts. C'est pas fini. Disons, pour survivre dans la vie, il faut développer ce qu'on appelle des heuristiques. Je pense que c'est des réponses toutes faites qu'on accepte, qu'on prend pour acquis. Il y a des textes dans la documentation, M. Kéry, sur la confiance. Donc, il y a des fois, on n'aura jamais toute l'information. Il faut qu'on fasse confiance. Donc, mais je pense que c'est ça. Aujourd'hui, c'est qu'on peut avoir accès à plus d'informations. Ça devient plus complexe. Comment on gère ça? Est-ce qu'on survit à toutes ces informations-là? Est-ce qu'on réussit à se faire une opinion qui est correcte? Oui, oui, la pression, publish or perish, je pense qu'elle est toujours là. Bon, récemment, j'ai été sur des panels où il y avait des scientifiques qui sont des gens que je respecte énormément, qui m'ont dit je ne lis plus la littérature, je ne publie plus. Pour moi, ça n'a plus d'importance de publier. Bon, peut-être si on est un professeur agrégé à l'université et puis bien protégé, bien en place, mais je pense que pour les jeunes, c'est publish or perish, c'est toujours là. Est-ce qu'il ne faudrait pas ajouter dans les publications qu'on soumet, que les scientifiques soumettent des critères d'évaluation en fonction des publications? Il ne faudrait pas pondérer, élaborer une espèce de système de pondération des revues dans lesquelles on publie? Je ne sais pas si ça sera possible. Bien, ils sont pondérés, les revues. Elles sont pondérées? Oui, ouais. Ça existe déjà? Bien, les indices là, de citation. Oui, les facteurs. Okay. Citation Index. Là, ouais, mais il est en pleine révolution, là, ce domaine-là. Là. Si vous lisez Vincent Larivière, là, maintenant, on recommande aux chercheurs de mettre leurs articles sur des sites web et même maintenant mettre leurs données. Donc, il y a un partage peut-être de données qui s'en vient. À Montréal, c'est quand même dans le domaine biomédical, je pense que Montréal est un des leaders dans ce domaine-là. De l'autre côté, Vincent Larivière, dans le devoir d'aujourd'hui, c'est la critique des éditeurs qui font des profits de 40%. Mais Vincent, il est publié dans Nature. Et Nature, j'ai beaucoup d'amis qui sont journalistes scientifiques dans Nature. L'argent que Nature fait, ça lui permet d'embaucher un groupe de journalistes scientifiques extraordinaires. Ces gens-là, c'est eux qui vont en Corée du Nord, qui vont en Iran, qui couvrent Ebola en Afrique. Donc, OK, ça coûte cher, mais en même temps, ils font des choses. Phil English, l'ancien rédacteur en chef de Nature, là, qui est parti récemment, lui, il avait un souci réel aussi de donner de place aux chercheurs africains, asiatiques. Il envoyait son personnel essayer d'identifier les bons chercheurs. Donc, ça coûte des sous, cet appareil-là. Donc, si on ne veut pas le payer, on va perdre quelque chose quand même. Donc, en tout cas, je pense que c'est en pleine évolution, l'édition scientifique présentement. Et Vincent et sa chaire, il va être occupé pendant quelques années. Là. Je pense qu'il y a un beau domaine. Merci. Je pense qu'on atteint la fin de notre temps. Alors, merci beaucoup aux 4 intervenants.